Maintenant, on va passer à la prochaine partie du colloque, des étoiles montantes des nouveaux chercheurs. Puis, on va en avoir une série. Le premier, Guillaume Moreau, qui est professeur, on le connaît bien, est à l'Université Laval, et nouvellement titulaire d'une chaire en acériculture. Vous avez peut-être vu passer dans l'infolettre récemment qui a décroché une belle grande subvention au CRSNG de plus de 3 millions. Fait félicitations. Je t'inviterai à venir parler de ton programme de recherche tout de suite. Tu peux passer. OK, alors, bien, merci beaucoup pour cette interlude colorée. En fait, c'est ça. Bref, ça, c'est le titre de la présentation que j'avais envoyée au CEF il y a quelques mois, avant de devenir chercheur régulier. Donc, je ne sais pas à quel point il y a des gens qui voulaient vraiment entendre parler de ce sujet-là, mais au risque d'en décevoir quelques-uns, je viens de devenir chercheur régulier au CEF, on m'a conseillé à la place de parler plus de mon laboratoire de recherche. Mais, durant la présentation d'Hervé, j'ai remodifié ma présentation, ce qu'il ne faut pas faire en général, je le déconseille, parce que le lien était juste trop fantastique avec ce qu'il vient de présenter. Il a même déjà mis la table sur la méthodologie. Donc, moi, à la base, je suis professeur de civiculture. Et une partie importante de mon programme, c'est justement de mettre en œuvre des essais civicoles pour tester différentes stratégies d'adaptation pour augmenter la résistance et la résilience de nos forêts. Une question qui m'intéresse beaucoup dans les dernières années, c'est est-ce que, comme civiculteur, justement, on a des outils civicoles simples, comme par exemple l'éclaircie commerciale qu'on fait depuis plusieurs années, qui peut nous aider à augmenter la résistance et la résilience des forêts. Donc, Hervé nous a parlé beaucoup de la diversité des forêts pour augmenter leur résistance. Et dans les dernières années, je dirais dans les 5 dernières années, moi, je me suis intéressé beaucoup à la question, commençons par l'éclaircie commerciale, comme c'est fait beaucoup sur la planète. Et justement, j'ai eu la chance de croiser Hervé dans les dernières années en Europe. Et il m'a appris que là où j'avais fait à la base une revue de littérature sur le sujet, il m'a dit, écoute, avec des analyses statistiques, tu peux faire une méta-analyse. Et c'est ça qu'on a fait ensemble en collaboration dans les dernières années. Et justement, on s'est intéressé à la capacité de l'éclaircie commerciale pour augmenter la résistance des forêts à différents stresseurs. On a regardé pour les sécheresses, pour les insectes en fait et les pathogènes, pour les tempêtes de vent et pour le feu. Et on a regardé ça justement là, à l'échelle de la planète. Encore une fois, avec exactement les mêmes méthodes que Hervé vient tout juste de détailler. Dans ce cas-ci, on avait quand même un peu moins d'études de cas. On avait 246 comparaisons entre, encore une fois, à l'échelle du peuplement, un peuplement qui a été traité par éclaircie commerciale versus, juste à côté, un contrôle. Et je ne veux vraiment pas aller en détail là-dessus parce qu'après, je vais parler un peu plus de mon laboratoire de recherche, mais je voulais juste montrer que, en fait, puis c'est encore une fois une bonne nouvelle, puis ça participe justement à ce que Hervé vient juste de mentionner, qu'on commence à accumuler des connaissances puis des pistes de solutions. Mais en fait, lorsqu'on regarde justement l'ensemble des 246 études de cas qui viennent de 50 articles scientifiques, surtout en forêt boréale et en forêt tempérée. Mais ce qu'on voit, c'est que l'effet, en fait, le Grand Mean Effect Size, qu'on appelle, il est positif. Donc, lorsqu'il est en haut de 0, c'est qu'il y a un effet positif. Et ce qu'on a regardé, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde la croissance, la survie et aussi des indices comme ça de résistance, comme le pourcentage d'arbres affectés par une épidémie quelconque, que ce soit un pathogène, un insecte, le pourcentage d'arbres renversés par le vent. Mais lorsqu'on compare les contrôles versus les forêts qui ont été éclaircies, on voit un effet positif sur la résistance. Évidemment, je n'irai pas trop en détail, mais on a décortiqué ça beaucoup dans l'article. C'est un article qui a été publié récemment dans Forest Ecology and Management. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse plus. Mais on a vu que justement, pour la sécheresse, l'effet était significatif. Pour les insectes et pathogènes aussi. Pour le vent, vraiment, on manquait énormément de données. Et donc, il n'y avait aucune conclusion vraiment à tirer à ce sujet-là. Et pour les feux, bien, vous voyez que si l'intervalle de confiance exclut presque 0, mais il y en avait encore surprenamment peu de données, parce que évidemment, on voulait uniquement là, des articles vraiment empiriques sur le terrain, pas de modélisation. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on regarde plus en détail, justement pour le feu,
on se rend compte que les éclaircies de faible intensité avaient un effet potentiel. Lorsqu'on était capable, justement, ce n'est pas tous les articles qui donnaient le taux de prélèvement, mais lorsqu'on était capable d'isoler le taux de prélèvement, bien, on voyait justement qu'il y avait un effet positif là, pour les faibles éclaircies. Il faut comprendre que pour le feu aussi, on a uniquement regardé l'éclaircie commerciale, sans nécessairement enlever les résidus de coupe. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les coupes sévères, si on n'enlève pas les résidus de coupe, bien, on augmente évidemment là, le soleil, puis ça diminue beaucoup. Ben, on accumule beaucoup de bois mort, et en plus, il sèche très vite, il y a plus de vent, il y a plus de soleil. Donc, en fait, à la limite, ça peut avoir un effet inverse. Ça peut augmenter les probabilités d'avoir un feu, donc il faut faire attention. Donc, encore une fois, ça s'inscrit un peu dans ce que Hervé parlait. L'éclaircie commerciale semble être un autre outil, diversifier les forêts, faire des coupes partielles, parce que l'éclaircie, on peut même ramener ça de manière plus générale aux coupes partielles. Il y a des traitements sylvicoles qu'on connaît, il y a des approches, puis là, on commence à accumuler beaucoup de connaissances à ce sujet-là. Mais le gros défi pour l'éclaircie et pour les coupes partielles, en fait, en Amérique du Nord comme en Europe, c'est encore une fois le défi financier. Donc, ça rejoint exactement ce que Hervé vient de discuter avec la forêt mixte. Donc, désolé pour cette parenthèse, mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler de ça parce que là, la table était mise pour en parler. Bon, de manière plus générale, dans les dernières années, puis ça va m'amener justement à parler de la chaire de recherche en acériculture. J'ai travaillé sur beaucoup de sujets, mais entre autres, un sujet qui m'a intéressé beaucoup, c'est comment évaluer la vigueur des arbres, en fait. Puis par vigueur, je parle du potentiel de croissance, la capacité de survivre aussi entre des rotations de coupe partielle. Et ça m'a amené justement à faire beaucoup de projets de recherche là-dessus, à essayer de décortiquer comment justement quelqu'un peut marcher dans une forêt et rapidement évaluer l'état de santé de nos arbres et de nos forêts. Évidemment, c'est super important pour les prescriptions, bien les diagnostics sylvicoles et les prescriptions, et je l'ai fait beaucoup dans les érablières. J'ai travaillé, en fait, pendant plusieurs années, là, sur une décennie complète sur ce genre de sujet-là, sur les dynamiques de croissance et de survie dans les érablières, et ça m'a même amené à proposer des nouvelles modalités de récolte, en fait, en lien avec le jardinage et les coupes partielles dans les érablières, récemment. Et à ma grande surprise, ça a eu un écho intéressant avec l'industrie forestière et avec le ministère des Ressources naturelles des forêts, là, avec qui je collabore présentement pour essayer justement d'adapter les prescriptions sylvicoles en forêt publique. Mais à ma grande surprise, ça a aussi intéressé les acériculteurs. Et ça, je m'y attendais pas du tout. C'est la beauté, je crois, de faire de la recherche. Des fois, on a des surprises comme ça qui arrivent. Puis les producteurs et productrices acéricoles du Québec ont pris connaissance de ce que je proposais pour les érablières, des nouvelles coupes. Et m'ont dit, écoute, ça nous intéresse énormément, parce que on manque de données là-dessus. On comprend mal, finalement, lorsqu'on fait des coupes dans les érablières, c'est quoi l'effet sur le potentiel acéricole à court, moyen et long terme. Et on a beaucoup d'enjeux de conciliation en forêt publique. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais tous mes travaux qui avaient une orientation très sylvicole, production de bois, m'ont amené finalement à bâtir une collaboration assez intéressante avec le milieu acéricole. Et c'est après, justement, je dirais 2 ans, à rêver ensemble, à créer des projets, à augmenter la collaboration, réfléchir à comment on pouvait collaborer, où on en est venu à créer une chaire de recherche en partenariat, justement, avec l'industrie acéricole et d'autres acteurs là, en lien avec l'aménagement des érablières. Un projet, justement, que je vais vous synthétiser là, très, très, très rapidement. Le contexte, je viens juste d'en parler. C'est vraiment les producteurs qui ont cogné à ma porte pour dire on a un gros problème présentement de conciliation avec l'industrie forestière. Et on se rend compte qu'en fait, il y a peu d'études qui ont été faites pour quantifier différentes approches dans les érablières pour, premièrement, augmenter le potentiel acéricole. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut, avec des traitements sylvicoles, créer des forêts finalement qui ont un meilleur rendement pour l'acériculture, mais aussi tout simplement permettre aux deux industries de coexister, voire même là-dedans, on peut rajouter le maintien là, de la biodiversité qui est évidemment super important. Et de manière encore plus générale, bien, le sirop d'érable, je vous apprends rien, la coulée au printemps, c'est directement en lien avec le climat. Donc, dans un contexte de changement climatique, il y a beaucoup de questions présentement là, sur l'impact que les changements climatiques vont avoir sur le rendement acéricole, encore une fois, à court, moyen et long terme, au Québec, mais même, je dirais, de manière plus générale, là, en Amérique du Nord. Et à ça, je rajoute les changements globaux.
Parce qu'on n'en parle pas toujours beaucoup, mais ça reste que nos érablières, c'est des forêts qui sont énormément stressées. Oui, par les sécheresses, par les gels printaniers, puis les stress climatiques, mais aussi, puis on le sait, là, par les espèces exotiques, les nouveaux pathogènes qui s'invitent, un peu comme Hervé vient de mentionner en Europe, dans nos érablières, ce qui fait en sorte qu'il y a une simplification quand même importante des peuplements, beaucoup d'espèces présentement qui sont menacées, et on s'inquiète à moyen terme pour l'érable à sucre. Et ça, c'est des préoccupations vraiment partagées par le milieu acéricole et par les acériculteurs. Donc, ça nous a permis finalement de bâtir une chaire de recherche en partenariat, comme je viens de l'expliquer, avec les producteurs et productrices acéricoles du Québec. On a aussi H2O Innovation, qui est un équipementier. Et on a Solifor, qui œuvre beaucoup là, dans l'aménagement des forêts, entre autres feuillues, et qui ont beaucoup d'entailles sur leurs terres, beaucoup aux États-Unis, puis qui veulent faire une expansion au Québec. Donc, c'est des partenaires, justement, qui nous ont aidés à ramasser une somme d'argent intéressante pour bâtir un projet structurant sur 5 ans. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup à faire, puis je n'irai pas beaucoup dans les détails, mais ça reste que pour mettre sur pied un réseau, juste par exemple, de suivi à moyen terme de la coulée du rendement acéricole dans un contexte en plus de dispositifs de recherche à l'échelle des érablières. Mais il y a beaucoup à faire, puis c'est important de travailler, je trouve, avec l'industrie pour s'assurer de faire des projets de recherche là, qui correspondent à eux, en fait, entre autres à leurs besoins. Donc, les objectifs de base, c'est de fournir des données précises. On se rend compte que le lien avec la coulée, avec le climat, il manque de données. Et on veut aussi développer évidemment des outils puis des solutions pour essayer d'améliorer l'aménagement des érablières. Et on a 4 axes de recherche. Un, c'est justement la mise en place d'un observatoire des érablières, donc beaucoup de sites au Québec, voire même ailleurs, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, où on suit à l'échelle de l'arbre et à l'échelle du peuplement les rendements acéricoles, la coulée, autant le volume que le taux de sucre. Et en plus, on rajoute beaucoup de données sur d'autres processus super importants, la croissance, la phénologie foliaire, plein de choses comme ça qui se passent dans la forêt, la régénération, la production de feuilles. Donc, tout ce qui peut être en lien avec la production, finalement, acéricole. Il y a aussi d'anticiper les dynamiques forestières là, à large échelle, à l'échelle du territoire, justement, où est-ce que les érablières vont bien, où est-ce que ça va moins bien, où est-ce que le rendement acéricole a progressé beaucoup dans les dernières années, est-ce que c'est uniquement en lien avec l'amélioration des technologies, ou est-ce que ça peut aussi être en lien avec l'état de la forêt. Donc, mieux comprendre là, à une échelle plus globale, où est-ce que justement nos érablières auraient peut-être besoin d'un coup de main pour rester en santé et continuer de produire du sirop d'érable. L'axe dans lequel je suis le plus impliqué, évidemment, là, c'est vraiment, comme je l'ai expliqué, une sylviculture et un aménagement adapté aux érablières acéricoles pour à la fois optimiser le potentiel, mais aussi permettre la conciliation. Et évidemment, on cherche avec la chaire à rester connecté à l'ensemble de la filière acéricole. On a aussi un axe qui est moins développé sur la production, mais justement, on a un comité scientifique qu'on vient de mettre qu'on vient de former pour nous aider justement à orienter cet axe de recherche-là qui sort un peu plus de mon expertise. Et la bonne nouvelle, je vais terminer ma présentation justement pour déployer là-dessus, parce que je pense qu'on a pris un petit peu de temps avec les problèmes techniques. La bonne nouvelle, c'est que pour déployer les 3 premiers axes de recherche de la chaire, on avait déposé, là, c'est la première chose que j'ai fait lorsqu'on a créé la chaire, déposer une demande de CRSNG Alliance pour aller chercher des leviers financiers avec l'argent des partenaires. Et on a su, il y a seulement quelques jours, que justement, là, on avait eu notre demande de subvention. Donc, c'est à peu près 3,5 millions pour soutenir une vingtaine de projets qui va encore une fois déployer les 3 premiers axes de recherche de la chaire. Et on a appelé ça ERASEV, un super jeu de mots pour dire équipe de recherche en acériculture, sylviculture et écologie pour la valorisation des érablières. Alors, au plaisir de vous présenter plus de résultats dans les prochaines années. Merci, Guillaume.